L'objectif de cette vidéo est de faire un tour d'horizon du module de calcul de structure dans l'espace. Cependant, dans la mesure où ce module 3D offre le même mode de fonctionnement que le module de calcul de structure plane, c'est-à-dire 2D, cette vidéo se restreindra à la présentation de ce qui est particulier à ce module 3D, à savoir le fait qu'une poutre est dans l'espace, que les sections peuvent être homogènes ou hétérogènes, et que le module propose deux types de résolution, classiques ou pas. À ce propos, cette vidéo suppose aussi que les deux vidéos sur les théories de poutres associées aux deux méthodes de résolution ont déjà été visionnées et même illustrées via l'utilisation du module de calcul d'une poutre dans l'espace. Bien, alors lançons le module de calcul de structure dans l'espace. En voici l'interface. L'interface est absolument similaire à celle du module 2D, avec à droite la zone graphique et à gauche un cadre en haut pour la structure et un cadre en bas pour les chargements. La géométrie d'une structure peut être introduite manuellement ou bien importée pour peu qu'elle ait été conçue avec le logiciel GMSH et sauvegardée au format .imp ou à l'aide d'un logiciel tel que QCAD ou AutoCAD et sauvegardé au format DXF. Bien, nous allons importer une structure conçue sous GMSH. Import GMSH spatial GMSH exemple. Bien, voici une structure dans l'espace, elle vient d'être importée et lors de son importation, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites par défaut, en l'occurrence pour toutes les poutres, qui sont déclarées par les deux nœuds extrémités. La même section qui est un IPN 100 a été rajoutée pour chacune des poutres, il suffit de le voir dans la table des poutres qui est ici. Alors dans ce cadre pour la structure, on a comme d'habitude les points en haut à gauche, la table des sections, la table des poutres et les deux tables nécessaires à l'affectation des appuis. Revenons sur la table des poutres. Alors toutes les poutres ont été faites en IPN 100. Pourquoi? Mais simplement parce qu'aucune section n'avait été sélectionnée dans la table de section et le logiciel par défaut choisit la première. On aurait pu choisir l'HEA 200 avant l'importation. Nous allons le faire. Je vais faire Close, je vais reprendre mon importation. HEA 200 est sélectionné, je vais faire File, Import, INP, GMSH, exemple. Alors cette fois-ci, elles ont toutes été affectées d'une section qui est un HEA 200. Très bien. Et donc pour une poutre, qu'est-ce que l'on a comme... Alors pour les points, il y a les trois coordonnées X, Y, Z en mètres. Bon, tout ça c'est normal. Nous reviendrons vers la table des sections tout à l'heure. Pour l'instant, pour ce qui concerne les poutres, chaque poutre porte un numéro, elle va d'un point à un autre, sa longueur est calculée automatiquement et les liaisons aux extrémités sont par défaut des liaisons complètes. Bien. La section affectée par défaut est le HEA 200. Alors il y a l'angle d'orientation de la section dont on parlera tout à l'heure et la couleur. Très bien. Alors, tout de suite, d'abord, allons voir les sections qui sont utilisées. Alors, dans la table des sections, il y a un certain nombre de sections qui sont données par défaut, très bien. Et on peut à tout instant rajouter d'autres sections que l'on va chercher, soit dans la librairie des sections, comme d'habitude, je peux choisir par exemple d'ajouter des tubes carrés. Alors, je vais choisir parmi les tubes carrés le 180 par exemple, ok, voilà. Je le rajoute et je peux constater qu'il se trouve en bas ici. Très bien. Alors le HEA 200 que nous avions est là, le voilà. On peut à tout instant regarder les caractéristiques d'une section. J'ai fait Show. Cette fois-ci pour les caractéristiques c'est un peu plus riche qu'en 2D. Nous avons ici la forme qui est indiquée, les axes locaux de la poutre, l'axe Y et l'axe X.
la densité, le matériau. Il s'agit d'une section homogène isotrope. On a les caractéristiques de la section qui sont les constantes de forme, l'air, les sections réduites, les coefficients de section réduite des forts tranchants, les deux moments d'inertie, la constante de torsion. Voilà, on a tous les détails. On peut le voir aussi pour la section que je viens d'introduire, Show, qui est une section tubulaire. Donc voici les caractéristiques. Bien, à part les sections que l'on peut aller chercher, on peut en rajouter encore, je vais rajouter, parce que je vais en avoir besoin, Hollow Circular Section, et je vais prendre une section, celle-là par exemple, ok, voilà. On peut jeter un coup d'œil sur cette dernière section, Show. Alors cette section n'est pas tout à fait circulaire, hein, c'est juste schématique pour avoir une idée de la... Oh, parce qu'il y a un peu moins de points sur le contour, hein, c'est un juste schématique pour voir qu'il s'agit d'une section circulaire, sans plus. Ce n'est pas vraiment octogonal tel qu'on aurait pu le penser. Et en voici les caractéristiques. Très bien. Alors autre chose aussi, c'est qu'on peut rajouter des sections qui ont été préalablement calculées. En l'occurrence, on peut rajouter des sections homogènes ou hétérogènes. Alors je vais rajouter une section qui a été préalablement calculée avec le module de calcul de section. Et dans cross section, je vais prendre par exemple, la section mixte. Voilà, ouvrir. Et maintenant, j'ai une section mixte qui a été rajoutée, c'est la dernière. On va jeter un coup d'œil sur les caractéristiques de cette section. Il s'agit bien de la section mixte, du béton, de l'acier. Cette fois-ci, on nous dit qu'il c'est une section fixe qui est composite à phase isotrope. Elle s'appelle section mixte et on n'a pas les constantes de forme, on a juste les rigidités associées à chacun des efforts intérieurs ou bien encore à chacun des sollicitations. Juste les rigidités. Voilà. Très bien. Donc on peut introduire des sections homogènes ou hétérogènes. Voilà donc la table des sections. Et voici le nom des sections. Maintenant, il y a une autre chose qui se trouve ici, dans laquelle nous allons choisir la méthode de résolution. Nous y viendrons tout à l'heure. Pour l'instant, on va oublier cette colonne. Bien. Et donc maintenant, revenons sur la table des sections. Alors, ce qu'il y a de particulier sur les sections, tout d'abord, on va pouvoir les visualiser. Au niveau du graphisme, comme d'habitude, axe permet de voir les axes de la poutre, les axes globaux, X, Y et Z, je les enlève. La numérotation des points en noir, la numérotation des poutres en rouge. Les liaisons aux extrémités, elles sont toutes complètes, on ne verra rien. Par contre, on va voir les sections. Alors cette fois-ci, les sections apparaissent vraiment, c'est-à-dire elles apparaissent par leur contour. Nous avons mis des HEA 200 partout, on les voit. Et voici les directions, les orientations qui ont été choisies par défaut. Maintenant, cette orientation de section, par exemple celle-là, pour la poutre numéro 9, qui est ici, qui va de 2 à 9. Eh bien, elle est orientée par défaut comme ça. Voici l'axe X et voici l'axe Y. Et voici l'axe Z de la poutre. L'axe Z de la poutre va de 2 à 9. L'axe Y et l'axe X, les axes locaux de la section. Très bien. Maintenant, on peut orienter cette poutre autour de l'axe. Et ce qui est un peu particulier au module 3D ou bien aux poutres dans l'espace, c'est qu'il nous reste un degré de liberté pour orienter la section autour de l'axe de la poutre en donnant un angle d'orientation par rapport à la disposition qui a été choisie par défaut. Tiens, nous allons le faire tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons commencer par changer ces sections. Alors pour changer les sections, on a ici Modify. Dans Modify, je peux sélectionner par exemple la poutre numéro 9. Je fais une poutre numéro 9, je la sélectionne. Dès l'instant que je la sélectionne, elle passe de ce côté-là et on voit qu'elle a changé de couleur. Je vais faire Cancel. J'aurais pu la sélectionner directement sur... Voilà, je peux sélectionner mes sections directement graphiquement. Je peux le faire ou ne pas le faire. Je peux ne m'intéresser qu'à la section 9 et pourtant j'ai choisi la section 9 et 7. Ce n'est pas grave, je vais faire Modify. Je vois que j'ai sélectionné ici la 7 et la 9, mais la 7 ne m'intéresse pas. Et je vais prendre la 7 et la désélectionner. Voilà, il ne me reste que la 9. Et je vais choisir pour la 9, par exemple, de mettre la section mixte, tiens, pour changer. Alors, parmi les options de changement, voici l'ensemble des caractéristiques que l'on peut changer. On peut changer les liaisons aux extrémités. Alors, qu'est-ce qu'on a comme liaison aux extrémités? Comme on l'a vu, il y a
On peut avoir une liaison complète, c'est ce qui est fait par défaut, mais on peut relaxer la liaison autour de l'axe X local de la poutre, l'axe XY, ou bien autour des deux axes X et Y de la poutre, c'est-à-dire celle de la section. Même chose pour les liaisons à l'autre extrémité. Pour les sections, on peut choisir la section que l'on souhaite. En l'occurrence, je vais prendre une section mixte. Je vais cocher ici pour que cela soit réalisé. Et je vais, dans cette modification, ne changer que pour la poutre 9, la section. C'est tout ce que je vais faire. On ne va pas toucher à l'orientation, on va tout garder comme ça. On va faire juste OK. Alors voici, la section vient de passer à la section mixte. L'orientation est toujours celle par défaut. Très bien. Maintenant, nous allons, sur la poutre 10, faire aussi une modification pour passer à la section circulaire. Alors, je vais prendre la poutre 10, je la sélectionne, je vais sélectionner et je vais prendre la section circulaire, qui est celle-là, et je vais faire OK. Voici la section circulaire. Et pour les poutres 2 et 5, il est possible en même temps de les changer en tubes rectangulaires. Je vais prendre 2. Je sélecte, 5, je sélecte, voilà. Elles sont sélectionnées et je vais choisir de changer les deux sections en une section rectangulaire. Et voici les deux sections rectangulaires. Voilà. Donc en fait, nous avons fait un changement de section. Pour l'instant, nous n'avons que des liaisons complètes, on va les garder. Au droit des liaisons aux extrémités, c'est-à-dire au droit des assemblages. On va s'occuper pour l'instant d'orienter la section autour de son axe. Je vais commencer par la poutre numéro 11 et la section qui est un HEA 200, qui par défaut est orientée comme ça, et que l'on va l'orienter selon un autre angle. Alors je vais la sélectionner, je vais faire Modify, et je vais changer l'angle d'orientation. Je choisis, alors pour l'angle d'orientation, j'ai trois moyens de le faire. Le plus simple, qui paraît être le plus simple, c'est de changer l'angle. Il est par défaut de 0 degré, je vais mettre par exemple 45. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Et je vais vouloir la tourner de 45 degrés. Je vais faire OK. Et voilà, elle a tourné de 45 degrés. Alors évidemment, elle a tourné de 45 degrés dans ce sens direct. L'axe Y était dans ce sens-là, il a tourné au sens direct ici. Nous avons l'axe Z est là, X là et Y ici. On peut vérifier qu'il s'agit bien d'une rotation positive au sens direct. Très bien. Voilà donc pour ce qui concerne l'orientation d'une section, et l'angle varie de moins 180 à plus 180. Si on connaît l'angle, il n'y a qu'à le mettre. Maintenant, on ne connaît pas forcément l'angle que l'on souhaite mettre. Exemple. Je souhaite que l'axe Y qui est ici soit dans le plan qui est par exemple cette demi-toiture. Voilà. Et donc, pour pouvoir orienter la section telle que l'axe Y de la section, l'axe rouge, se trouve dans ce plan-là, il suffit de donner un point qui appartient au plan. Alors le point qui appartient au plan ne doit pas appartenir à la poutre. Par exemple, je peux choisir des trois coordonnées de points ou bien simplement le désigner en choisissant de donner le point 8 pour désigner le plan qui utilise cet axe-là, l'axe de la poutre et le point numéro 8. On va le faire tout de suite. Alors, je vais reprendre cette section-là. Donc, je sélectionne cette poutre. Je vais faire Modify. Et je vais changer l'orientation. Et pour cette orientation, je vais choisir un point qui existe déjà. Alors, je ne vais pas donner de coordonnées de points. Je vais un point qui existe déjà. Et un point qui existe déjà, c'est par exemple le point numéro 8, qui est ici. Voilà. C'est tout ce que je vais faire. Je vais faire OK. Alors on s'aperçoit ici que l'axe Y maintenant appartient bien à ce plan-là. Voilà. J'aurais pu donner le point numéro 3 si c'était pareil. Mais je ne peux pas donner le point numéro 6 parce qu'il appartient à l'axe, il me serait refusé. Maintenant, je peux très bien utiliser les coordonnées d'un point fictif qui n'appartient pas à la structure juste pour orienter la section. Généralement, on aime bien utiliser des points qui existent déjà. Voilà pour ce qui concerne l'orientation. Donc je reprends pour l'orientation. On a les choix suivants. Modify. On a les choix qui consistent à soit on donne un angle, soit on donne un point qui existe déjà, soit un point par ces trois coordonnées. Voilà. Je vais faire cancel pour arrêter. Alors pour la poutre 11 qui est là. Pour la poutre 11, eh bien, l'angle d'orientation qui a été
l'angle d'orientation a été déduit. Il vaut moins 75,96 degrés par rapport à l'orientation par défaut. Voilà, l'orientation par défaut était là. On a fait une rotation de moins 75 degrés. Voilà, voilà de quoi il retourne. Donc cet angle, c'est cette orientation-là qui va être sauvegardée et qui sera l'orientation de cette section. Très bien. On peut la remettre à 0. Il suffit de refaire encore une fois Modify. Voilà. Angle. Je vais la remettre à 0. Angle 0. Je prends l'angle justement. Je fais OK. Et elle s'est remise à 0 comme tout à l'heure. Voilà. Et on peut remarquer ici que l'angle pour la poutre 11, elle s'est remise à 0. Donc voilà pour l'orientation des sections. Et chaque section peut être orientée. Très bien. On peut orienter de la même manière. On peut orienter de la manière plusieurs poutres, mais dans ce cas-là, les indications que l'on donne sont relatives à la première poutre de la liste. Exemple, si je prends par exemple la poutre 4, la poutre 4, la poutre 10, la poutre 6, la poutre 7, la poutre 8, et que je m'amuse à vouloir modifier l'angle. Si je fais 15 degrés, ce sera 15 degrés pour chacune, très bien. Par contre, si je me donne un point, ça se fera par rapport au plan du point et de la première poutre de la liste, en l'occurrence la poutre numéro 4. Il suffit d'essayer pour s'en rendre compte. Voilà, c'est aussi simple que ça, je ne vais pas le faire. Et donc je vais faire 15 pour annuler ce que j'allais faire. Alors maintenant on peut changer les liaisons aux extrémités, pendant qu'on y est, ben, faisons-le. Alors je vais changer par exemple la liaison pour la poutre numéro 1 et je vais le faire aussi pour la poutre numéro 4. Alors pour la poutre 1 et pour la poutre 4, or je vois ici que la poutre 1, ben, je vais la sélectionner, mais j'ai d'autres sélections ici qui ne m'intéressent pas, je vais toutes les enlever. Je vais les sélectionner et désélectionner. Et donc, du coup, j'ai la poutre 1 et la poutre 4. Donc, je voulais prendre la poutre 2, en fait. Donc, je vais prendre la poutre 2, je vais éliminer la poutre 4. Voilà. 1, 2. Et pour ces deux poutres-là, je vais demander à ce que la liaison à l'extrémité, celle qui est en haut ici, à l'extrémité, je vais changer, je vais relaxer selon X. Alors, ça donne la chose suivante. OK. Alors je vois un petit rond rouge qui est une relaxation autour de l'axe X local. Voilà ce que ça veut dire. J'aurais pu choisir que pour la poutre 2, c'est une relaxation autour de l'axe Y, par exemple. Eh bien, il suffit de dire, voilà, ben non, on va choisir Modify. Donc pour la liaison à l'extrémité, celle-là, ben, on va choisir plutôt Y. On va faire OK. Dans ce cas-là, le petit rond, au lieu d'être rouge, il est devenu jaune. Voilà. Et quand on met une relaxation autant autour de X que de Y, le petit rond devient blanc. Voilà, c'est juste quelques conventions de couleurs qui nous permettent de reconnaître le type de relaxation. Alors maintenant que ces deux poutres sont relaxées, notez que dans LOLE, elles peuvent apparaître ou disparaître, de la même façon que les sections peuvent apparaître ou disparaître, les barres et les poutres. Voilà. Donc nous avons une structure avec un certain nombre de liaisons et nous allons continuer avec les appuis. Alors pour ce qui concerne les appuis, il y a la définition des appuis comme d'habitude et l'affectation des appuis. Pour la définition des appuis, il y a deux types d'appuis qui sont donnés par défaut, l'encastrement et la rotule. Alors pour un encastrement, la définition d'un encastrement, il n'y a qu'à regarder. Chaud, ben, il y a ici, il s'appelle fixed comme encastrement. Toutes les translations et les trois rotations sont bloquées à 0 et il est représenté par un carré noir. Voilà, on va le laisser tranquille. Et pour ce qui est de la rotule, que voici, les trois translations sont bloquées, les rotations sont libres et c'est représenté par un cercle blanc. Très bien. Mais on peut très bien définir d'autres types d'appuis. Alors on va se donner par exemple un appui simple. On va se définir un appui simple selon l'axe Z. Alors selon l'axe Z, je vais bloquer selon l'axe Z, uniquement selon l'axe Z, la translation. C'est tout ce que je vais faire. Je vais l'appuyer. Appui simple.
appui selon Z, voilà, simplement appui Z. On va choisir une représentation, un symbole, un triangle vers le haut et par exemple une couleur verte. Voilà, OK. Alors dès l'instant qu'il a été fait, il est là. Maintenant, nous allons affecter les appuis. Avant d'affecter les appuis, on va regarder les points. Alors, le point 1, 10, 4 et 7. Alors pour 1 et 10, je vais faire add. Pour 1, je vais mettre un encastrement. Pour 10, on va mettre encore un encastrement. Pour 4, on va mettre une rotule. Et pour le point 7, l'appui simple. Pour le point 7, pardon, 7, voilà, l'appui 7. OK. Et en voici les symboles. Même chose, une fois que l'on voit les supports, on peut les voir ou ne pas les voir. Mais je crois qu'il vaut mieux les voir. Très bien, donc nous avons ici tout défini. Nous avons les points, les poutres, les sections qui sont utilisées, leurs orientations, les relaxations aux extrémités des poutres, par exemple. Voilà, très bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à définir les chargements. Alors, allons-y. Pour ce qui concerne les chargements, il y a le poids propre qu'il suffit de cocher, la variation de la température globale qu'il suffit de choisir, je vais mettre 30 degrés. Et puis ici, il y a la table des cas de chargement que l'on va déclarer qui sont de type quelconque ou de type pression comme en 2D. Bien. Alors, commençons par le cas de type pression. Alors avant de ça, je vais regarder d'abord les numéros des barres que je vois ici, 9, 7, 3 et 16. Ce que l'on va faire, c'est que sur ces 4 barres-là, sur cette demi-toiture, on va mettre une charge qui représente sur cette demi-toiture, par exemple, de la neige ou des choses comme ça. Alors c'est parti, add pression. Et je vais choisir la 3, la 7, la 9 et la 10. La 3, la 7, la 9 et la 10. Et je sélectionne. Et pour ces 4 poutres-là, on va mettre une action qui agit selon, qui vaut par exemple moins 10 kN par mètre carré sur une surface qui vaut par exemple, je ne sais pas, 25 mètres carrés. Et je valide. Donc voici la charge. Donc c'est une force surfacique qui est reprise par cette surface. Et cette force surfacique qui est reprise par cette surface, eh bien, a simplement été distribué de manière uniforme sur ces 4 poutres-là. Alors on va l'appeler par exemple neige. Sur un demi-toit, mais c'est pas grave. Voilà, OK, c'est parti. Voilà pour le cas presse. Pour le cas NI, qu'est-ce qu'on va mettre comme action? On peut mettre des actions sur les nœuds de type force ou de type couple tridirectionnel. On peut mettre des actions sur les poutres, exactement tout ce que l'on veut. Alors on va mettre une poutre sur des chargements sur la poutre numéro 4, par exemple. Sur 4, add beam. Alors, on a des forces ponctuelles, uniformes et linéaires, couple ponctuel, uniforme linéaire sur la barre 4, qui numéro 4, dont la longueur est 4,123. Très bien, alors ce qu'on va mettre, c'est juste une charge uniforme. Alors, charge uniforme, je vais faire add, qui va partir de 0 jusqu'à la fin. Alors, j'ai 4,123. Et qui va agir selon l'axe Y. L'axe Y, et quel axe Y? Global ou local? Au lieu de prendre global, je prends local et je fais valide. Voici, il est bien local puisque c'est transversal ici à la poutre, hein, on le voit bien. Si ça avait été global, je vais le faire tout de suite. Voici la direction. Ça, c'était la direction de Y global, attention. Pour l'avoir verticale, il faudrait prendre ici -1 comme ça, 0. Et là, ce serait le Z global. Voilà. Alors, revenons sur le Y. -1, 0, local. Et voilà. Donc voici, je garde ça, je fais OK. On va l'appeler, on va mettre que ça comme chargement. Hein. Donc c'est une force uniforme sur poutre 4. Voilà, ça, on s'arrête là. OK. Très bien, donc il y a 4 cas de charge, le poids propre, une variation globale de température, le type neige et la force uniforme sur la poutre 4. Ben, tout est là, il suffit de lancer les calculs. Alors pour les calculs, je passe dans analyse, j'ai équilibre, et dans équilibre, il y a solve. Alors si je ne fais rien, les calculs se feront en classique. Alors je reviens un petit peu en arrière. En fait, au niveau des poutres, au niveau des sections, en fait, la méthode de résolution, classique ou pas classique, se décide au niveau des sections. Ce n'est pas une décision globale sur l'ensemble de la résolution, non. C'est pour chacune des poutres qui est utilisée. Et selon la section qu'elle utilise, on peut décider que les poutres qui sont faites d'une certaine section
vont subir une méthode de résolution classique ou avancée. Alors, exemple, je me mets dans le HEA 200 que nous avons utilisé. Dans le HEA 200, si je ne mets rien, c'est que c'est classique. Par défaut, classique, CBT, Classical Beam Theory. Okay? Et si je coche, ça veut juste dire que toutes les poutres dont les sections sont des HEA 200 seront calculées avec la méthode de résolution non classique ou avancée désignée par RBT, Refined Beam Theory. Voilà. Quant aux autres sections, en l'occurrence la section mixte, les deux sections tubulaires et la section circulaire, eh bien pour ces poutres-là, la résolution sera classique. Alors pour l'instant, restons en classique pour tout le monde, plus pour aller jusqu'au bout d'un calcul classique, aussi bien pour l'équilibre que tout à l'heure en vibration et en flambement. Très bien. Alors restons en classique et partons sur analyse et faisons solve. Voici, les calculs ont été faits et nous avons ici les 4 cas de charge ont été résolus. Maintenant, l'exploitation du chargement se fait comme d'habitude par combinaison de cas de charge. En l'occurrence, je vais prendre en même temps le poids propre, voilà, la neige et la force, voilà, tout en même temps. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Ici, il y a 3 onglets. Dans le premier onglet, on a les réactions et les déplacements. Les réactions au nœud, où il y a des appuis, et les déplacements en translation et en rotation autour de chacun des points qui vont de 1 à 10. Vous avez les coordonnées des points, les 3 translations en millimètres et les 3 rotations en milliradians. Voilà. Pour ce qui concerne les actions sur les nœuds, ce qui permet normalement de calculer des assemblages, regardons les points. Je vais enlever le load case. Alors le point, je vais regarder pour l'assemblage, par exemple, au niveau du point numéro 3, les actions provenant de 3 à 10 et 4, des poutres 3 à 10 et 4. Je me mets sur le nœud numéro 3, actions sur les nœuds. Alors, il arrive, les poutres de 3, 4 et 10, elles arrivent avec chacune un torseur, c'est-à-dire une force tridirectionnelle, et ici un couple, voilà. Chacune arrive avec une force et un couple. On peut constater que la somme des 3 ici fait à chaque fois 0, c'est normal, puisque les résultats doivent être nuls. Très bien. Voilà, pour les actions sur les nœuds. Maintenant, il n'y a plus quant au diagramme, il n'y a pas d'épure sur la structure. Ça n'a pas beaucoup de sens quand on fait du 3D. Par contre, on peut regarder poutre par poutre, la poutre numéro 3, regarder tous les efforts intérieurs. Les 6 diagrammes d'efforts intérieurs. 2 efforts, un effort normal, 2 efforts tranchants, 2 moments de flexion, un moment de torsion. Très bien. Maintenant, on peut les regarder un par un. Par exemple, juste le moment autour de X. Cette fois-ci, on a un tableau de valeurs d'une cinquantaine de valeurs pour chacun des efforts intérieurs. Voilà pour ce qui concerne cet onglet. Alors, ce qui est un peu de nouveau au niveau 3D, c'est qu'on va pouvoir aller voir les contraintes dans le détail. Alors, exemple, je me mets toujours sur la poutre numéro 3, dont je rappelle la poutre numéro 3 est un HEA 200. Et cette poutre numéro 3, dont la longueur est de 4 mètres 12, je vais me mettre par exemple à 2 mètres et je vais vouloir regarder la contrainte axiale. Alors cette fois-ci, ce que l'on voit, c'est la distribution de la contrainte axiale au sens 3D. Ici, les 6 efforts intérieurs au droit de cette abscisse qui est de 2 mètres pour cette poutre qui fait 4 mètres et quelques. Et la contrainte axiale, et à cette distribution, on voit ici que nous avons un moment MX qui est très important, l'autre est presque nul. C'est pour ça que cette année, c'est une représentation pratiquement plate dans ce sens-là. Très bien. Avec un maximum et un minimum en mégapascal ici de l'état de contrainte. Nous sommes à 190, plus ou moins 190 mégapascal. Alors comme c'est de l'acier, ça va à peu près. Si c'était du béton, ça n'irait pas du tout. Mais de toute façon, on a mis un peu n'importe quoi comme chargement et comme section. Voilà, nous avons vu ici alors on voit qu'il y a des efforts tranchants, en particulier TY. On peut regarder les cisaillements. On peut le faire ici tout de suite, cisaillement. Alors on voit que le cisaillement, c'est vraiment un cisaillement d'efforts tranchants qui part dans la main selon Y. On le voit très bien ici, voilà. Pourquoi? Parce que c'est TY qui est très important, le TX est tout petit. Voilà. La torsion aussi est toute petite. Donc c'est essentiellement un cisaillement d'efforts tranchants. Donc on a vraiment le détail des contraintes. Mais on peut aller voir dans la section mixte, donc la numéro 9. Ce détail est donné par matériau dans le cas hétérogène ou composite. En l'occurrence, pour la 9, dont la longueur est 5, on s'est mis à 2 mètres, pourquoi pas, et on va regarder les contraintes axiales. Cette fois-ci, les contraintes axiales, voici leur distribution par matériau.
Sigma ZZ est discontinu à l'interface, c'est normal. Et cette distribution est linéaire par morceau, ou bien plane par morceau. Voilà la distribution. Okay. Et on peut regarder chacune des composantes de contrainte. On a une représentation détaillée exactement comme on l'avait déjà dans le cas d'une poutre, de l'étude d'une poutre dans l'espace avec le module de calcul de structure d'une seule poutre dans l'espace. Très bien, exactement les mêmes types de résultats avec toutes les composantes. Et que cette section hétérogène soit à phase isotrope ou anisotrope. Il n'y a pas de souci particulier. Très bien. Donc voici l'exploitation de l'onglet Stresses pour la déformer de la structure. Alors on a pour toutes les poutres les déflexions maximales avec leur position. Par exemple, on dit voilà, pour la poutre numéro 1, à l'abscisse 2 mètres, il y a une déflexion de 17 mm. Voilà, très bien. Voilà. Mais on peut regarder aussi la déformée globale. Alors comme il y a trop d'informations ici, on va virer les sections, on va virer les poutres, les nœuds, voilà, c'est un peu plus propre, et on va regarder display pour la déformer. Alors si ce n'est pas suffisamment important, on peut augmenter, et si on voit ce qui se passe, eh bien, on va animer. Voilà l'animation de la déformation de la poutre. Évidemment, ici, nous n'avons qu'un appui simple, il était libre en translation dans les deux autres sens, et voilà ce qu'il fait, c'est normal. Voilà donc pour l'ensemble des résultats de l'équilibre. Autre chose au niveau des résultats de l'équilibre, c'est les enveloppes. Alors, on a ici les différents cas de charge calculés. L'utilisateur doit définir toutes les combinaisons qu'il souhaite et pour lesquelles il souhaite en tout cas obtenir les enveloppes de l'effort intérieur qu'il souhaite. Alors ici, on en a une dizaine de combinaisons proposées, mais l'utilisateur peut en rajouter avec add à chaque fois 4 de plus. Maintenant, une fois qu'il les a définis, il sélectionne une poutre. Il clique sur l'un des efforts intérieurs pour en obtenir l'enveloppe, ou bien toutes les enveloppes d'un seul coup. Voilà, c'est relativement simple, il n'y a rien de spécial. Voilà donc l'équilibre est terminé. Puisque l'équilibre est terminé, allons voir un petit coup de vibration, puis de flambement. Pour ce qui concerne les vibrations, d'abord la déformée qui est là, on n'en a plus besoin. Alors pour les vibrations, on peut regarder les vibrations naturelles, par exemple les 3 premiers modes, naturel, solf. Voici 2 Hz, 2, 3 et 3, 5. On va prendre 2 Hz, hop, display. On peut augmenter un petit peu, même beaucoup. Et voici l'animation du premier mode. Voici le troisième mode. Il y a de la torsion dans ce troisième mode. Voilà comment ça se passe. Nous aurions pu rechercher les vibrations autour d'un état permanent chargé. Donc il suffit de choisir un état permanent de chargement, c'est-à-dire une certaine combinaison de chargement choisie par l'utilisateur puis validée. Pour peu qu'on en ait choisi une, le poids propre par exemple, que l'on valide, on relance le calcul et alors on a les vibrations autour de cet état permanent. Voilà, je ne vais pas le faire, c'est relativement simple. Maintenant on va passer à backlink pour flambement, et pour le flambement on voit la possibilité de la déformer, on n'en a plus besoin. Alors pour le flambement on va amplifier une combinaison de charges. Et si je veux n'amplifier par exemple que le chargement qui se trouve sur la poutre numéro 4, celle-là, donc c'était la force uniforme sur P4, je veux juste amplifier ça, et bien dans ma combinaison, je vais ne prendre que la participation de ce chargement avec une valeur unité. Je valide cette combinaison et c'est pour cette combinaison que je vais rechercher les 2 ou 3 premières charges critiques avec leur mode de flambement. Donc je fais solve. Voilà, c'est terminé. Alors on voit ici des valeurs avec des signes qui ne sont pas forcément dans le bon ordre, mais c'est parce qu'elles sont ordonnées selon des valeurs absolues, c'est tout, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est une amplification dans le sens positif, je prends 83, je fais display. Alors on peut animer un petit peu plus, voilà, je vais enlever le chargement parce qu'il me dérange, et je fais animation. Alors on constate dans cette animation que la poutre numéro 4, c'est-à-dire celle-ci, est en train de se déplacer latéralement. Il ne faut pas perdre de vue que le chargement était dans ce sens. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déplacée latéralement. En fait, cette poutre, localement, s'est déversée. En fait, elle a subi un déversement latéral, c'est-à-dire une flexion latérale par rapport au chargement accompagnée d'une rotation. Évidemment, la rotation, nous ne la verrons pas, mais par contre, la flexion latérale se voit. Et on voit bien ici que cette
poutre-là en particulier a subi un déversement latéral. Voilà. En fait, le mode de flambement, qu'il soit local ou global, il n'y a pas d'a priori. On tient compte de tous les efforts intérieurs, de toutes les rigidités, de toutes les liaisons, et on laisse le mode avoir lieu comme il l'entend. Et s'il est dans l'espace, il apparaît dans l'espace. Voilà. Ça n'est pas forcément un mode qui a lieu dans un plan particulier. Par exemple, dans un de plans d'inertie, pas du tout. Il est libre d'avoir lieu de manière tridirectionnelle. Voilà. Pour ce qui concerne le mode de flambement, on peut regarder l'autre mode de flambement, hein, celui-là si on en a envie. Voilà, animation, voici l'autre mode de flambement, le troisième en tout cas, pour une valeur critique multiplicative de 129. Maintenant, on aurait pu étudier le flambement pour l'amplification du chargement qui est sur la poutre 4 à partir d'un état préchargé. Pour l'état préchargé, il suffit que l'utilisateur choisisse cet état préchargé, qui est supposé stable bien sûr, le valider et relancer le calcul pour l'amplification de ce chargement-là. Et alors, il obtiendrait les charges critiques d'amplification de ce chargement-là à partir de cet état préchargé. Voilà. C'est relativement simple, donc comme en 2D. Maintenant, je vais virer cette déformée et regarder ce qui est ici qui concerne les longueurs de flambement. Alors, je vais remettre les poutres et on va s'intéresser aux longueurs de flambement, par exemple, des poutres 1, 2 et 5. Je vais prendre 1, 2 et 5. Alors, on a la possibilité de calculer les longueurs de flambement sans prise en compte du chargement ou avec prise en compte d'un chargement. Quand je dis prise en compte d'un chargement, c'est-à-dire d'une combinaison de charges choisie par l'utilisateur et validée et ici. Voilà, je vais pour l'instant prendre donc les poutres 1, 2 et 5. Et on va faire solve. Alors quand on fait solve, on a deux longueurs de flambement par poutre. Ce sont les deux longueurs de flambement qui ont lieu, ce sont des flambements qui ont lieu dans les deux plans d'inertie XZ et YZ. Je rappelle, voici les sections. Par exemple, pour la poutre 1, ça c'est l'axe X, ça c'est l'axe Z et ça c'est l'axe Y. L'axe X est en bleu, l'axe Y est en rouge, local, et l'axe Z, local, est en jaune. Voici pour cette poutre. Et donc en fait, XZ, c'est le flambement qui a lieu dans le plan XZ, bleu-jaune. Donc c'est une déformation qui a lieu dans ce plan. Sinon, c'est dans l'autre plan. Alors, comme on a des conditions qui ne sont pas pareilles, évidemment, nous avons des longueurs, des conditions d'extrémité qui, dans les deux plans, ne sont pas pareilles. Pas l'encastrement, c'est pareil, mais en haut, c'est pas pareil. Puisque dans un côté, nous avons une liaison complète et que dans l'autre, nous avons une rotation. On rappelle ici qu'il y a eu ici une relaxation autour de l'axe X, mais pas autour de l'axe Y. Voici, donc on a ce résultat 0,88, 0,96. Maintenant sur la poutre numéro 2, c'est-à-dire celle-là qui est rectangulaire, on a 1,26 et 1,64. Donc dans ce plan-là, nous avons 1,26 et dans le plan YZ, nous avons 1,64. Alors dans ce plan-là, ça se déforme un petit peu plus pour deux raisons. Entre autres parce que d'abord c'est plus souple du fait que le poteau qui est là est libre de se déplacer latéralement, évidemment, alors cela conduit à une certaine souplesse et qui fait que dans ce sens-là, il y a une plus grande souplesse qui nous a amené à 1,64. Maintenant, pour la poutre 5, nous avons 2,43. Quelqu'un peut s'étonner de voir peut-être une longueur de flambement supérieure à 2. En fait, sur la poutre 5, en pied, elle est libre de se déplacer latéralement. Et en tête, si ça avait été un encastrement, nous aurions peut-être trouvé 2. Mais elle est libre d'un côté et en haut, ça n'est pas un encastrement. C'est un encastrement mutuel qui offre une certaine rigidité qui n'est pas infinie. Une certaine rigidité qui dépend du reste de la structure et c'est ça qui fait que c'est supérieur à 2. Donc c'est normal. Voilà, ces longueurs de flambement, nous aurions pu aussi les calculer pour d'autres types de liaisons, etc., tout ce que vous voulez, et autour d'un état chargé, le chargement que l'on souhaite, ou bien le chargement réel, ou des choses comme ça. Voilà. Il suffit de préciser la combinaison de charges, de chargement que l'on souhaite considérer pour calculer les longueurs de flambement, prenant en compte le chargement présent. Voilà, sans plus. Donc voilà, nous avons fait un tour relativement complet, pour l'instant, avec une résolution qui était uniquement classique. Parce que pour toutes les poutres, pour toutes les sections, elles étaient classiques. Mais on peut très bien reprendre ces calculs
tous ces calculs simplement en précisant, voilà, on voudrait que sur la HEA 200, juste celle-là, eh bien, que les calculs pour la HEA 200 se fassent avec la méthode non classique, avec donc la théorie RBT, qui permet de tenir compte des effets d'extrémité, tels que par exemple un gauchissement gêné. Eh bien, il suffit de relancer les calculs, analyse, on va dans équilibre, et puis boum, solve. Alors on nous dit, le logiciel s'aperçoit qu'on a changé de type d'analyse, et donc ça va annuler les anciens résultats, il faut confirmer, on est d'accord. Voilà, donc il va reprendre les calculs, voilà, c'est fait. Donc les calculs ont été refaits, tels que pour toutes les sections qui sont les HEA qui sont ici, ben pour toutes ces poutres-là, dont les sections sont des HEA 200, eh ben la méthode de calcul a été une méthode de type avancé qui a tenu compte du fait que, par exemple, les déformations de sections au droit des liaisons ne pouvaient se faire. Alors, qu'est-ce que ça change au niveau des résultats? Bah, ça va un petit peu changer les résultats, pas forcément beaucoup, mais par contre, on peut déjà peut-être voir ce qui s'est passé au niveau des contraintes. Alors, on va prendre, pour le cas 4, par exemple, juste celui-là, la combinaison qui ne regarde que ce chargement-là, et on va regarder les contraintes au droit, pour cette section, au droit des extrémités, pour voir. Bien, alors déjà regardons les efforts intérieurs pour la poutre 4. Pour les efforts intérieurs, nous avons deux efforts tranchants, un moment de torsion qui est très faible, il n'apporte pas grand-chose. Peut-être que l'effort tranchant va nous ramener quelque chose, on va voir. Alors on va regarder les contraintes. Contraintes, alors donc pour la poutre numéro 4, et on va se mettre à l'extrémité, par exemple au début ou à la fin, bon, et on va regarder la contrainte sigma ZZ. Alors pour la contrainte sigma ZZ, on constate la chose suivante. Elle n'est pas tout à fait plate. Je pense qu'on voit bien qu'elle n'est pas tout à fait plate. En fait, si la distribution de la contrainte axiale eût été plate en classique, et ici il y a un effort normal et deux moments de flexion, et ça conduit à quelque chose qui est relativement plat, et se passe dans un plan, mais du fait qu'il y a des efforts tranchants, en particulier dy, eh bien, il y a un gauchissement d'effort tranchant qui a lieu et ce gauchissement est empêché aux extrémités. Le fait qu'il soit empêché a généré un petit peu de contrainte axiale qui est venue perturber cette distribution qui eût été plate en classique. Et voici, ça a un petit peu d'effet, c'est pas très important, ce n'est pas très grave. On aurait pu ne pas calculer avec la... Mais pour l'instant, parce que c'est un effort tranchant qui est faible et parce que la torsion est faible, nous aurions été dans un cas où la torsion est importante, alors les gauchissements gênés de torsion eussent été importants et la distribution de la contrainte axiale aurait été aussi importante. Elle s'ajouterait, elle peut être du même ordre que celle apportée par la flexion. Voilà. Donc en fait, utiliser une méthode ou l'autre, ça ne coûte pas très cher. Il suffit de cliquer sur la section et souhaiter sur la section avoir un calcul plus compliqué. De toute façon, ce n'est pas nous qui faisons les calculs, c'est le logiciel. Ça va relativement vite, ça ne coûte rien d'essayer. Et il suffit de le faire. Donc je n'en dirai pas plus, hein, je répète. On a exactement le même mode de fonctionnement qu'en structure 2D, les mêmes types d'exploitation, sauf que les coordonnées ici sont dans l'espace, les poutres sont dans l'espace, elles peuvent être homogènes ou hétérogènes. Ce qui est un peu de particulier, c'est que l'orientation de la section est réellement libre autour de l'axe de la poutre, et que les calculs peuvent se faire par défaut selon la méthode classique, et éventuellement, si on le souhaite, soit pour toutes les sections, soit pour certaines sections, faire des calculs un petit peu plus fins, permettant de rendre compte des effets d'extrémité qui seraient dus, par exemple, au fait que certaines déformations sont empêchées, par exemple, au droit d'une soudure. Voilà, c'est terminé pour ce qui concerne ce tour d'horizon du calcul de structure dans l'espace.